bonjour à tous et bienvenue. Enfin libre, c'est le cri de soulagement qui s'est rapidement propagé hier dès l'annonce de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Et leur retour en Côte d'Ivoire fait l'actualité. Mais juste avant, je vous propose de réécouter les propos du colonel Abdoulaye Maïga sur la chaîne nationale malienne. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002/PTRM du 6 janvier 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a gracié ce vendredi 6 janvier car les 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet, condamnés par la justice malienne après des mois de tension entre Bamako et Abidjan. Ces soldats avaient été arrêtés car qualifiés de mercenaires puis inculpés mi-août de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et écroués. 3 d'entre eux, des femmes, avaient été libérés à la mi-septembre. Le 30 décembre, la justice malienne avait condamné ces femmes à la peine de mort par contumace et les 46 soldats toujours détenus à 20 ans de réclusion criminelle. Toutes ces peines sont à présent levées par le gouvernement malien. Alors comment est-on parvenu à ce dénouement et au retour effectif des 49 soldats ivoiriens? Quelles leçons doit-on tirer de cette crise diplomatique et quel sera l'avenir des relations entre nos deux pays? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste et spécialiste des questions internationales, Monsieur Bakayoko Lansine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et face à vous, l'historien de l'université de Daloa, Monsieur Bangaline Goran. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Alors déjà, messieurs, de prime abord, j'ai envie de vous demander à titre personnel, quelle a été votre réaction à l'annonce de la grâce présidentielle pour nos soldats? C'était un ouf de soulagement pour nous et j'imagine pour l'ensemble des populations ivoiriennes. Parce que les tensions qui prévalaient entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'étaient pas faites pour arranger ni la Côte d'Ivoire ni le Mali. Et ces pays qui sont liés par des liens séculaires commençaient à en souffrir, ne serait-ce que sur le plan émotionnel et même le plan sentimental. Je ne parle même pas sur le plan économique. Donc c'est un dénouement heureux pour les deux parties et je pense que la diplomatie devait s'accentuer pour que les relations reviennent à la normale. Et vous? Oui, également un soupir de soulagement plutôt parce que l'Afrique de l'Ouest est un continuum humain. Donc sociologiquement, vous avez les mêmes peuples de part et d'autre des différentes frontières. Et donc toutes les crises qui interviennent, même si à la base elles sont des crises politiques, elles prennent une tournure forcément passionnelle. Parce que quand on a des liens particuliers, quand il y a crise, ces liens particuliers, du fait de l'affectif qui se mêle aux politiques, prennent une tournure particulière. On a vu que cette crise commençait déjà à contaminer la société civile, le marché du spectacle et toutes les dimensions de l'économie. Donc il était bon que finalement nos politiques puissent enfin trouver une solution, une issue heureuse à cette situation qui n'avait que trop duré. Mais justement, ce dossier a vite été qualifié à la fois de
sensible et de complexe. Tant il y a d'interférences, on a un aspect militaire, on a un aspect judiciaire, on a la diplomatie, sans compter les institutions internationales et régionales. C'est ce qui a fait la particularité de ce dossier et sa complexité. Je pense que la réponse se trouve dans la question elle-même, parce que dans ce conflit qui, à l'origine, opposait deux États, la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a plusieurs soubassements ou encore des éléments nouveaux qui se sont greffés progressivement. D'abord parce que le dossier concerne l'armée. Les armées, généralement, tout ce qui concerne la défense est vu comme un domaine de souveraineté nationale. Donc on s'attendait à ce que, comme cela concerne les armées, ça soit géré d'État à État, parce que c'est un domaine de souveraineté. Mais à la grande surprise, il y a eu des acteurs qui se sont invités. Généralement, les premiers dans le sens de se proposer comme des médiateurs. Il y a eu, c'est vrai, la médiation togolaise qui a été choisie par les Maliens, acceptée par les Maliens, mais il y a aussi la proposition de la médiation, que ce soit sénégalaise et d'autres médiations. Mais à l'intérieur même du Mali, il y a eu des chefs religieux, donc il y a cet aspect religieux aussi qu'on oublie souvent, notamment le cheikh Madani Altal qui s'est impliqué, Jean Zerbo, l'archevêque, sinon l'évêque de Bamako qui s'est impliqué, et tout ça. Et au-delà de cela, il y avait aussi, au niveau international, un peu plus au-delà de notre région. Avant la CEDEAO, il y a eu l'UA. Nations Unies. Ensuite, les Nations Unies et disons en dernier essor, la CEDEAO, qui avait des rapports assez exécrables avec le Mali, ce qui explique que dès le début, elle ne s'est pas impliquée. Et finalement, l'intervention de tous ces acteurs a donné une sorte de complexification du conflit qui a fait que les autorités maliennes ont cru bon de la définir désormais comme une affaire judiciaire, exclusivement judiciaire, de sorte à ce que c'est une manière pour eux de dire aux autres, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne dépend pas de nous, c'est une affaire judiciaire, et finalement, elle s'est terminée comme une affaire plutôt diplomatique. Pour rester sur l'aspect de la complexité de ce dossier, on était assis sur une poudrière, très honnêtement. Bon, peut-être moi, en fait, à mon avis, cette affaire n'était pas une affaire complexe. Cette affaire a été complexifiée artificiellement par le gouvernement de Mali qui avait des choses à régler au plan interne et au plan externe. Et il faut savoir que les sanctions qui avaient été infligées au gouvernement du Mali, le Mali ne les a pas digérées et il a pris la Côte d'Ivoire pour cible parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire qui était, si tu veux, l'instigateur de ces sanctions. Et donc, il s'agissait pour le Mali, à mon avis, de faire payer à la Côte d'Ivoire sa position au moment de la prise des sanctions contre le Mali. Parce qu'il faut signaler que la Côte d'Ivoire était effectivement d'accord. Bon, c'était une décision collégiale. Et donc, la Côte d'Ivoire, qui est leader naturel de la zone, a été considérée comme la tête de pont de ces sanctions. Donc, le Mali voulait régler des comptes avec la Côte d'Ivoire. Et donc, a complexifié artificiellement ce problème. Maintenant, il s'agissait aussi pour le Mali de régler des questions de politique intérieure, parce que vous savez que c'est une jeune qui est au pouvoir au Mali, et donc on voit bien que cette jeune a envie de rester encore plus longtemps au pouvoir. Donc vous avez vu qu'on ne parle plus de son maintien au pouvoir ou de son départ. Pendant 6 mois, on n'a parlé que de ça. Et donc la jeune a surfé sur ce sentiment-là et a exacerbé le sentiment nationaliste des Maliens, et les Maliens ont oublié les exigences de la transition malienne. Aujourd'hui, on ne parle plus de délai, de transition, on ne parle plus de conditions d'organisation d'élections. Et donc, moi, je pense que tout ça était bien ficelé. C'était des questions stratégiques pour permettre à la junte de gagner du temps et de, on va dire, s'éterniser au pouvoir. Pour rester sur justement la particularité de ce dossier et le volet diplomatique sur lequel on va beaucoup s'attarder ultérieurement, mais déjà en temps normal, comment on évacue ce type de litige? Quand ça concerne des militaires, on s'attend à ce qu'interviennent des tribunaux spéciaux, militaires peut-être, des tribunaux a posteriori ad hoc, je ne sais pas quelle est la formule consacrée. Comment ça se passe généralement? Au niveau international, il n'y a pas de règles. Institutions. Il y a des institutions judiciaires qui sont compétentes, quels que soient les corps constitués qui sont concernés. Alors, les ambassades se retrouvent toujours au cœur de ces affaires parce que l'ambassade a plusieurs dimensions, une dimension diplomatique, une dimension économique, mais une dimension aussi militaire que souvent on oublie. Dans tous les ambassades, il y a ce qu'on appelle un attaché militaire. Donc l'attaché militaire est là pour remplir justement ce rôle de connexion entre deux armées ou deux États quand il s'agit d'un dossier sécuritaire, qu'il s'agisse par exemple des démarches pour acheter des armes
ou des démarches pour préparer, je dirais, un accord de coopération militaire. Donc, l'attaché de défense qui est rattaché à l'intérieur de l'ambassade a ce rôle-là de jouer dans l'entremise entre deux institutions. Donc, même dans ce genre de cas, les ambassades sont compétentes et c'est ce qui s'est passé. Dans les deux cas, que ce soit la Côte d'Ivoire comme le Mali, il y a une représentation diplomatique qui concerne ces deux pays dans les deux capitales. Et donc, les ambassades ont été au cœur de tout ce qui a été planifié et exécuté depuis les palais, même si je dirais que les cerveaux et les exécutants en chef ont été forcément les plus hautes personnalités de l'appareil. Le chef d'État. Voilà, le chef d'État lui-même et le ministre de la Défense ivoirien, notamment, qui s'est déplacé dernièrement à Bamako pour rencontrer les premières autorités du Mali. Et puis, bon, finalement, disons qu'on retient que les acteurs qui ont été vraiment au premier plan, ce n'est pas les attachés militaires des ambassades, ni les ambassadeurs, mais ça a été surtout les différents chefs de gouvernement, les différents ministres, et voilà. Sur la même question. Oui, moi, je pense que les attachés d'ambassade et même les ambassades sont une sorte de prolongement des États centraux. Je veux dire, l'attaché militaire de la Côte d'Ivoire qui a joué un rôle prépondérant dans le dénouement de cette affaire, et il faut le reconnaître, c'est une sorte de minci-dominci entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Mali. Je pense que c'est dans l'ordre des choses, puisque c'est comme ça que fonctionne la diplomatie. Maintenant, les tribunaux qui ont... J'ai cru entendre que pourquoi l'affaire est passée devant ce type de tribunal, mais je pense que chaque État a sa souveraineté, mais la démarche habituelle, c'est que ces affaires passent devant un tribunal militaire. Ça peut passer devant un tribunal civil si un civil est impliqué dans les procédures. Mais malheureusement, ou bien heureusement, il n'y avait pas de civils dans les procédures de ces 49 soldats. Donc, en réalité, il aurait Donc, ça veut dire que c'est inattendu comme procédure? Oui, ça dit que le tribunal qui a jugé les Ivoiriens est en rupture avec tous les codes de procédure. Parce qu'il aurait fallu un tribunal d'exception. On va dire peut-être un tribunal militaire pour juger. Généralement pour les militaires. Et puis, par ailleurs, on aurait pu être devant un tribunal de première instance, mais vous avez vu que nous sommes allés directement devant une cour d'appel. Donc, ce tribunal ne finira pas de surprendre. En tout cas, ce procès est une exception mondiale. Mais rien ne peut résister devant la politique, puisque la politique, c'est elle qui guide toutes les actions humaines et toutes les actions entre les États. Pour rebondir sur allez-y. ce qui a été déjà dit, je pense que de ce point de vue-là, il faut comprendre, il faut lire cette posture-là en se mettant du côté des Maliens. Ils considèrent que les soldats ivoiriens qui sont arrivés sur leur territoire, ils ne sont pas des soldats. Ce qui était inscrit sur leur pièce d'identité. Et sur leur pièce d'identité, il y avait des professions civiles, il n'y avait pas de professions militaires. Donc, ils considèrent que ce sont des civils. Ce sont des civils qui portent un projet de déstabilisation. Mais question, par curiosité, est-ce qu'un militaire, on inscrit sur sa pièce d'identité qu'il est militaire? Oui, mais en Côte d'Ivoire... Non, mais c'est une question que je pose vraiment en tout cas, c'est une pratique courante depuis l'indépendance. On ne mentionne pas sur les pièces d'identité des soldats ivoiriens. Mais ça paraît logique. C'est tout à fait logique parce qu'ils ont une mission. Ils ont une mission qui, dans certaines conditions, dans certaines situations, demande qu'on camoufle leur identité. Pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires, clairement. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est une pratique, disons, historique connue. Alors, je ne sais pas pour le Mali qu'est-ce qu'il en est, mais pour la Côte d'Ivoire, ce n'est rien de nouveau. Depuis Houphouët-Boigny, ça a été toujours comme ça. En plus, ce sont des forces spéciales, à ce qu'on nous dit. Donc, restons maintenant sur, avant d'aller sur l'aspect diplomatique, sur des précédents. Est-ce qu'il a existé, pour notre pays ou pour d'autres pays de la sous-région, la même situation, en tout cas quelque chose qui ressemble, parce qu'on peut parler de jurisprudence même. Avant l'entame de cette émission, Absolument. vous parliez d'un cas assez célèbre sous Houphouët-Boigny. Absolument, ça rappelle l'affaire Kamano. Kamano qui est un ressortissant ivoirien qui était marié à une femme guinéenne. Et alors qu'il était directeur de la CNPS à l'époque. Directeur de la CNPS, qui a été aussi un de nos anciens dirigeants de la SEC Mimosa d'Abidjan, et donc qui était en visite à sa belle famille en Guinée. Et il faut aussi noter que c'est un ami proche de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, il est arrêté en Guinée dans les mêmes conditions, avec les mêmes accusations, donc complot contre l'État guinéen, préparation de coups d'État et tout cela. Et donc, finalement, ça devient qui était au début une affaire, je dirais, privée, va prendre une tournure diplomatique parce que
la Côte d'Ivoire va réclamer la libération de son ressortissant qui sera transféré au camp militaire de Boiro, à la prison du camp Boiro, et qui sera détenu dans des conditions exécrables. Et l'incident va durer pratiquement pendant deux ans, durant lesquels il va y avoir plusieurs rebondissements. Alors, pour corser un peu le jeu, la Guinée qui refusait de libérer ses ressortissants ivoiriens va, en plus de ce premier prisonnier, arrêter 22 autres Ivoiriens qui sont un équipage d'un chalutier ivoirien qui était en rade, donc en panne, et qui donc il y a vraiment des similitudes là. Et donc finalement ils arrêtent également ces 22 ressortissants ivoiriens, cette fois-ci avec l'accusation qu'ils étaient là pour monter un complot pour mettre la main sur Kwame Nkrumah, qui en ce moment venait d'être renversé, donc qui était en exil en Guinée, afin bien sûr de le livrer aux autorités ghanéennes. Et donc la Guinée détenait du jour au lendemain, sur l'espace de 2 ans, 65-66, 23 ressortissants ivoiriens qu'il refusait de libérer. Et donc la Côte d'Ivoire, en représailles de cette posture-là, va profiter d'une escale de la compagnie aérienne KLM qui ramenait le ministre des Affaires étrangères de la Guinée d'une réunion de l'ONU ainsi que l'ambassadeur guinéen à l'ONU, profite d'une escale technique à Abidjan et procède à leur arrestation. Donc, du coup, en début d'année 67, des deux côtés, il y avait un ministre des Affaires étrangères de la Guinée qui était prisonnier en Côte d'Ivoire, ainsi que l'ambassadeur de la Guinée à l'ONU qui était également détenu, et de l'autre côté, 23 prisonniers ivoiriens. Alors, donc tout de suite, Sékou Touré va en appeler à l'ONU, un peu dans les mêmes circonstances, pour dire que cette affaire-là ne concerne pas la Guinée parce que ce sont des diplomates qui étaient de retour d'une réunion de l'ONU qui ont été arrêtés. Et finalement, lui qui ne voulait pas entendre raison sera obligé de finalement accepter que dans cette histoire s'implique la diplomatie onusienne et de l'Union africaine pour que finalement les deux parties s'asseyent, discutent et qu'on en arrive à une fin où chacun des deux côtés libère ses prisonniers et on part vers l'apaisement un peu, voilà, comme cela est fait aujourd'hui. Si vous avez remarqué, le récit que fait le professeur, c'est quasiment deux situations similaires. Parce qu'à cette époque, Sékou Touré, qui avait des velléités panafricanistes anti-français, avait un problème hégémonique avec le président Houphouët-Boigny, qui était considéré comme l'ami de Paris. Et donc, chacun voulait avoir l'hégémon au niveau de la sous-région. Et donc, Sékou Touré, qui voyait l'influence du président Félix Houphouët-Boigny grandissante, ne voyait pas ça d'un bon œil. Et donc, voulait casser cette manière de faire du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous voyez que c'est quasiment similaire. Quand on vient à aujourd'hui, le président Assimi Goïta dit qu'il est panafricaniste et donc il surfe sur ça aussi pour dire que le régime d'Abidjan est très proche de Paris. Vous voyez qu'il y a quelques similitudes, mais en fin de compte, il s'agit de manipulation purement populiste, purement propagandiste, et ça, tout le monde a pu le constater. Alors, messieurs, c'est visiblement la diplomatie qui a permis la résolution de cette crise, comme le montre cet élément signé Davis Seyo. Depuis vendredi, une issue heureuse. Après un peu plus de 5 mois de discussion, les 46 soldats détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022 et les 3 femmes absentes au procès ont bénéficié d'une grâce présidentielle et une remise totale des peines. Qualifiés de mercenaires par le gouvernement de transition malien, ils avaient été inculpés mi-août 2022, entre autres motifs, des charges non reconnues par le gouvernement ivoirien et non plus par les militaires qui ont plaidé non coupables. Le gouvernement ivoirien a privilégié la voie de la diplomatie pour aboutir à la libération des soldats. Malgré la lourde condamnation prononcée le 30 décembre 2022 par la justice malienne, le président de la République, Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation, s'est voulu rassurant en mettant en exergue sa foi en la diplomatie. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. L'émissaire du président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise ivoiro-malienne, a rencontré plusieurs fois à Bamako le patron de la transition malienne. Le 4 janvier dernier, Faure Gnassingbé visitait pour la dernière fois Assimi Goïta, une rencontre qui a sans doute impacté le processus de libération des soldats ivoiriens.
Pour rappel, une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, a signé un mémorandum avec le pouvoir malien pour la libération des 46 soldats en décembre dernier. Bamako avait promis un dénouement heureux et rapide. Aujourd'hui, c'est chose faite. La négociation et la diplomatie ont triomphé. Alors, messieurs, la grâce a été accordée une semaine après une visite à Bamako d'une délégation officielle ivoirienne avec, en présence du ministre de la Défense, M. Téné Birahima, et qui avait à ce moment-là, on le rappelle, nous avait affirmé que l'affaire était en voie de résolution. Et le chef de l'État, lui aussi, s'était exprimé déjà, notamment lors de l'adresse à la nation, son discours fin d'année. Et il nous avait dit que les soldats regagneraient bientôt le sol ivoirien. Absolument. Après un ultimatum aussi, on se souvient qu'il avait lancé. Qu'en est-il de la gestion de cette crise par les autorités ivoiriennes depuis le début ? Je pense que les autorités ivoiriennes, loin des tintamarres, loin des positions maximalistes qui étaient celles des autorités maliennes qui ont toujours monté les enchères, la Côte d'Ivoire a privilégié la voie de la diplomatie, et la diplomatie efficace. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire n'a pas fait de déclarations, on va dire des déclarations tapageuses, comme c'était le cas de l'autre côté. Et donc, elle a privilégié la voie du dialogue, la voie du dialogue constructif. Et beaucoup pensent que la Côte d'Ivoire a pu capituler. Non, la Côte d'Ivoire... Il y a quand même eu un ultimatum à un moment. Parce que ça montrait aussi une exaspération, une impatience quant à la résolution de ce dossier. Oui, il y a eu une sorte... Certains ont perçu ça comme un ultimatum, mais c'est une position de principe. Quand on arrête des agents de votre État, vous tapez du poing. Vous tapez du poing sur la table, vous bandez un peu les muscles, mais c'était une position de principe. Mais on a vu que la Côte d'Ivoire a toujours privilégié la voie diplomatique. Si on a eu l'impression quelquefois que les choses ont coincé, c'est parce que les terminologies qui étaient utilisées n'étaient pas en adéquation, puisque Bamako parlait de mercenaires quand Abidjan parlait de soldats. Et donc Abidjan a demandé à Bamako de réviser sa position vis-à-vis des soldats qui avaient été arrêtés. Et ça a été une sorte de préalable pour engager toute discussion. Et vous avez vu que la terminologie au niveau des autorités maliennes a beaucoup progressé. On est passé de mercenaires à soldats ivoiriens, après on est passé à des Ivoiriens. Et donc ça, c'était quand même une évolution, voilà, à mon avis, qui a sonné le déclic et qui a permis aux autorités ivoiriennes, qui a encouragé les autorités ivoiriennes à aller à engager des discussions, si vous voulez, un dialogue direct avec les autorités de Bamako. Et ça, on l'a vu avec la signature du mémorandum qui a aujourd'hui abouti à un dénouement heureux. Justement, est-ce que la Côte d'Ivoire, notamment le chef de l'État en premier lieu, a eu le bon ton dans la gestion de ce dossier, la bonne attitude? Parce que certains, tout le monde salue l'aspect diplomatique et la sérénité apparente, puisqu'on imagine que ça devait bouillir dans toutes les instances nationales et internationales. Mais d'autres pensent qu'on a été un peu trop passif ou calme, on aurait dû être peut-être un peu plus agressif. C'est facile à dire a posteriori, mais est-ce qu'on a eu le ton juste? En tout cas, absolument. Je pense que s'il y a eu une grande victoire pour la partie ivoirienne sur cette affaire-là, c'est que ça a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de démontrer la maturité de son mécanisme diplomatique. Parce que il faut rappeler que au niveau de la région, l'administration ivoirienne a toujours joué ce rôle sous le régime Houphouët-Boigny. C'est vrai qu'à sa mort, disons que, étant donné qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas un président qui avait un aura forcément régional, la Côte d'Ivoire a un peu abandonné ce rôle-là aujourd'hui, qui a été récupéré à l'époque par Yassine Yandema, que son fils aujourd'hui essaie de ressusciter. Mais la Côte d'Ivoire a toujours joué ce rôle de premier plan. La Côte d'Ivoire est intervenue dans la crise, par exemple, entre la France et l'Algérie, même dans la crise israélo-arabe. La Côte d'Ivoire est intervenue, la diplomatie notamment ivoirienne est intervenue également dans le conflit en Afrique du Sud. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vécu de la diplomatie ivoirienne. Donc, quand cette affaire éclate, je pense que tout naturellement, au début, il y a eu un temps de fermeté. Il ne faut pas prendre cela comme, disons, un ultimatum en tant que tel. La Côte d'Ivoire a fait une déclaration pour dire qu'elle exigeait qu'on libère ses ressortissants parce que ces ressortissants-là étaient sur le territoire malien pour telle raison. Donc, elle exigeait. C'est un ton de fermeté. Alors, mais quand la Côte d'Ivoire prend ce ton de fermeté, qu'elle se rend compte qu'en face, ceux qui sont là sont dans la surenchère
elle comprend qu'il faut changer d'approche parce que si elle affiche un ton de fermeté, que eux, ils sont dans la surenchère, ça suppose que si elle doit intervenir un peu plus on va graduellement vers une escalade qui peut finir par, je dirais, une manière militaire de résoudre le conflit. Donc, elle change forcément son fusil d'épaule, elle va plutôt choisir la diplomatie, je dirais, de l'efficacité. Et donc, elle va faire des démarches, d'abord saisir, disons, le médiateur que le Mali même avait validé, le Togo, et puis essayer de suivre cette voie-là. Et quand finalement il y a un blocage, la Côte d'Ivoire va faire intervenir également l'ONU, et puis dans le sillage de l'ONU, la CEDEAO également interviendra. Et on se rend compte que finalement, le président ivoirien a fait très peu de déclarations sur la question. À tel enseigne que quelque part, les observateurs avaient commencé à dire que si la Côte d'Ivoire, après le premier ton de fermeté, est rentrée dans sa coquille, c'était plutôt un signe de sa culpabilité, c'était un signe de faiblesse. Mais aujourd'hui, au final, tout le monde donne raison à ce que la Côte d'Ivoire a développé plutôt une approche de maturité. Parce que finalement, je pense que tel que les choses se terminent, le Mali avait exigé que pour qu'on libère ces soldats ivoiriens-là, il y ait extradition. C'est une demande extrêmement grave. Il y a extradition de réfugiés politiques qui étaient sous la protection du régime d'Abidjan. Oui. Est-ce qu'ils ont eu cette extradition? Mais justement, toutes ces requêtes, comme vous le dites, on va revenir sur l'aspect diplomatique et la réussite de notre pays, mais comme vous le dites, on a l'impression que toutes ces demandes-là qui venaient au fur et à mesure de cette séquence diplomatique ont décrédibilisé quand même un peu les arguments des Maliens. On nous parle de libérer les prisonniers politiques. On ne voit pas ce que ça a à voir directement avec ce dossier. Est-ce que ça n'a pas participé à la décrédibilisation des griefs maliens? Effectivement, le fait que les autorités du Mali aient demandé en échange de contrepartie l'extradition de ces ressortissants qui ont trouvé refuge chez nous ici en Côte d'Ivoire a décrédibilisé, puisque ça donnait l'impression finalement qu'il s'agissait d'une prise d'otage par rapport à nos 49 soldats. Et donc, la Côte d'Ivoire a usé de voies diplomatiques parce qu'en réalité, Assimi Goïta voulait est à la tête d'un régime qui n'est pas tout à fait légitime. C'est un régime d'exception, c'est un régime, on va dire, illégal qui est à la tête du Mali. Et donc, échanger avec Alassane Ouattara, qui a un leadership au niveau régional, à mon avis, c'était Assimi Goïta voulait se donner une certaine légitimation par rapport à la position d'Alassane Ouattara. Et donc, Alassane Ouattara n'a pas cédé à ça, lui qui est légaliste, qui aurait voulu que tout se passe comme normalement, et n'a pas accédé à cette demande du président Assimi Goïta. Et donc, la Côte d'Ivoire a joué de diplomatie. Sinon, on peut dire que la Côte d'Ivoire avait des moyens de rétorsion contre le Mali. Ces moyens étaient énormes. Et d'ordre économique? D'ordre économique. Nous parlait de l'électricité. Bon, je ne vais pas donner des idées aux uns aux autres, mais on nous parlait... Même d'ordre politique. Même d'ordre politique. Il faut savoir que le Mali a au moins 4 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que ces Maliens soient protégés. Et je ne sais pas si la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien aurait pu contenir la colère des Ivoiriens jusqu'à un certain niveau. Et puis, il faut dire, cette histoire d'électricité, il faut dire aujourd'hui que le Mali doit au moins 70 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, même si ce sont des relations commerciales entre le Mali et des fournisseurs ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce déficit, ce dû, crée un certain déséquilibre financier au niveau des sociétés qui produisent le courant en Côte d'Ivoire. Et si ces sociétés ont un déséquilibre financier, il va sans dire que la production va se trouver affectée. Mais on n'est pas parti sur ce registre, il n'y a pas eu de sanctions. On n'est pas parti sur ce registre parce que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'humanisme. Et puis bon, on va dire un humaniste un peu débordant. Vous dites heureusement qu'on est resté... Heureusement parce que la Côte d'Ivoire, en fait, a un rôle de leadership aussi régional à sauver. C'est vrai qu'il y a des conflits, des affaires qui vont, qui viennent, mais il doit subsister ce rôle-là, cette carrure régionale de la Côte d'Ivoire qui est le leader de l'UEMOA, du marché commun que l'UEMOA, et aussi qui est la deuxième force après le Nigeria, deuxième force économique de la CEDEAO. Et donc, quand on a donc cette carrure internationale que la Côte d'Ivoire a, disons qu'on ne règle pas les conflits qui surviennent avec des États tiers de la même façon que notre pays moindre, comme peut-être la Guinée-Bissau, réglerait ces conflits. Parce qu'il y a des manières de faire souvent qui laissent des traces. Et je pense que c'est en cela qu'il faut saluer la méthode choisie par le président ivoirien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a réussi à éteindre un feu en faisant en sorte qu'il y ait le moins de traces possible. On le voit.
déjà à travers la première rencontre, lorsque le ministre de la Défense ivoirien se déplace avec une délégation pour aller à Bamako. Dans la délégation, il y a un ressortissant, un homme d'affaires malien qui a ses entrées, que ce soit auprès du palais en Côte d'Ivoire, que ce soit auprès du palais à Bamako. Et donc, ils y vont déjà en mettant en avant, disons, au-delà même du politique, des éléments de la connexion économique entre ces deux pays-là. Si on intègre dans la délégation du ministre de la Défense ivoirienne un homme d'affaires malien, c'est une manière de signaler aussi indirectement que finalement, je pense que c'est vrai qu'il y a un dossier économique, sécuritaire qui nous lie, mais on a des raisons, on a tous des raisons de faire table rase et passer à autre chose. Et donc, ces acteurs-là, qui ne sont ni diplomatiques, ni sécuritaires, et qui sont des acteurs de l'ombre, ont eu à jouer leur rôle. On sait que le Mali a beaucoup d'investisseurs en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes d'affaires, parce qu'ils ont une diaspora très forte. Ils ont une série d'entreprises dont la liste, on ne pourrait pas l'égrener ici, qui sont impliquées sur le territoire ivoirien. Donc, le Mali a intérêt à être en conflit avec tous ses voisins, absolument tous ses voisins, sauf la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces deux pays, le Mali ne peut pas se payer le luxe de s'installer dans la durée dans un conflit avec eux. Et je pense que heureusement, finalement, cette situation a trouvé une issue qui n'endommage pas. Alors justement, c'était ma question. Les rapports entre les pays. Est-ce que ce dénouement est le moindre mal, car il permet, on a l'impression finalement aux deux parties de ne pas perdre totalement la face. Je m'explique. Les Maliens voulaient absolument qu'on passe par le volet judiciaire du dossier. Ils l'ont fait, même s'il y a des interrogations. La Côte d'Ivoire avait pour objectif que ces soldats reviennent rapidement et qu'il n'y ait pas d'autres poursuites. Ça a été fait. C'est quoi? C'est un statu quo, c'est un moindre mal? Moi, je ne pense pas qu'il y ait le statu quo, puisque je considère effectivement, avec les éléments tangibles, que c'est le Mali qui perd la face. Puisque aujourd'hui, le procès qui a été intenté au Mali est une exclusivité mondiale. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs. On a jugé 46 personnes en assise. En réalité, c'est une assise. Et en moins de, je dirais même pas 48 heures, en moins de 30 heures. C'est en Guinée où il y a 12 personnes qui sont dans le box des accusés et qui sont dans une sorte de flagrant délit. Vous parlez du procès d'Addis Camara, le fameux procès. Aujourd'hui, ça fait près de 3 mois. Ils sont dans ce procès. Ils ne sont même pas encore arrivés à la 8e personne. Et nous, 46 personnes... C'était expéditif? C'était expéditif. En fait, même, c'est un non-procès. Et puis, il y a une exception. Il faut signaler la preuve que c'est un non-procès. C'est un procès qui a eu lieu à huis clos. Tout cela, ça fait quand même des originalités qui... Et les condamnations, on pourrait y revenir. Condamnées à mort par contumace alors qu'elles étaient déjà présentes, nos 3 soldats. En fait, encore une fois, j'insiste sur l'aspect de ne pas perdre la face. Ça n'a rien à voir, mais quand on pense aussi au conflit entre la Russie et l'Ukraine, on se dit qu'à un moment, dans une certaine spirale, personne ne veut perdre la face. Oui, absolument. Mais je pense qu'ici, c'était plutôt le Mali qui avait une image à sauver. Parce que le Mali avait joué contre la montre. Et je pense qu'initialement, l'intention du Mali n'était pas de libérer ses soldats au bout de 6 mois, c'est clair. Il faut déjà qu'on puisse comprendre tous les enjeux de ce qui vient de se passer. Il faut remonter au mois de juillet, en début juillet, lorsque le conflit éclate. Quelle était la situation du Mali? Le Mali sortait de longs mois de sanctions rudes venant de la CEDEAO. Et en plus de cela, il y avait eu une opinion au niveau de l'Europe qui commençait déjà à faire passer l'idée selon laquelle il fallait envisager une intervention de l'OTAN au Mali parce que la Russie et Wagner qui était combattu en Ukraine s'était installé, s'était redéployé au Mali. Et je pense que l'affirmation vient de l'ambassadeur de l'Espagne au Mali pendant un sommet de l'OTAN qui a eu lieu le 4 juillet à Madrid. Et après même, je pense, cette affirmation, il a été convoqué par le pouvoir malien. Donc, le Mali s'est retrouvé affaibli d'abord par la CEDEAO et était sous la menace éventuellement d'un prolongement des sanctions que l'Europe appliquait contre la Russie sur son territoire, un prolongement de ces sanctions-là sur le territoire malien. Donc, le Mali était au niveau international doublement affaibli. Alors, le Mali s'est dit, comment est-ce qu'on sort de cette situation? Et ils sortent un joker. On apprend qu'ils arrêtent des soldats ivoiriens sur leur territoire. L'intention, clairement, pour le Mali, c'était d'avoir un contrepoids pour faire basculer le rapport de force. Et donc, l'intention pouvait, puisqu'ils savent... C'est quoi, du chantage?
Bon, je pense que vraiment, comme nous ne sommes plus dans une logique d'envenimer la situation, on est plutôt dans une période de désescalade. Tout à fait. On attend que l'avion atterrisse. Voilà, absolument. On est tous on attend que l'avion atterrisse avant de sortir les mots qui bouillonnent dans notre cœur. Mais je pense que l'intention du Mali, clairement, c'est que ce que le Mali venait de vivre à travers les sanctions de la CEDEAO, cela ne se répète plus. Mais le Mali n'avait pas tellement peur que cela de la CEDEAO. Peut-être qu'on va en parler. Oui, on va mais parler le Mali a peur d'une institution qui agit à l'intérieur de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO prend des sanctions, étant donné que la CEDEAO n'a pas de banque centrale, elle n'a pas de monnaie commune, les sanctions de la CEDEAO, en fait, ça n'a aucun poids, puisque de toute façon, ECOMOG n'existe plus. Mais par contre, la CEDEAO s'appuie sur l'UEMOA, qui est, si vous voulez, une institution des francophones, économique des francophones, qui est inféodée à la CEDEAO, sur laquelle la CEDEAO s'appuie pour donner de la force à ces sanctions, parce que l'UEMOA dispose d'une banque centrale qui a la possibilité de fermer le robinet. Et à l'intérieur de cette organisation, on se rend compte que le leader, c'est la Côte d'Ivoire, qui, elle suppose, la Côte d'Ivoire lui est hostile, donc elle s'est dit, mais on ne pourra pas respecter les délais de 2 ans qu'on nous impose. Donc, certainement, on va retomber encore dans une sorte de période de sanctions bis à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contrebalancer le rapport de force? Donc, ils sortent la carte, ce joker-là. Et finalement, le Mali qui avait l'intention de garder donc ces soldats ivoiriens jusqu'à ce qu'on arrive certainement à terme des 2 ans que la CEDEAO de la transition, jusqu'à ce qu'on arrive à terme, pour faire valoir donc cet argument-là, se retrouve contraint de les libérer par l'ultimatum lancé par la CEDEAO après le chèque de toutes les médiations qu'il y a eu. Et donc, on voit que de façon orchestrée, le procès qui était pratiquement complètement était à l'arrêt est relancé l'avant-veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO. Et donc, les choses s'enchaînent naturellement. 1 semaine après, les soldats sont libérés parce que pour elle, même si elle devait finalement plier à l'ultimatum de la CEDEAO, elle devait le faire d'une manière, avec une certaine élégance pour ne pas perdre la face. Donc, elle orchestre ce qu'il y a eu pour que les choses se passent de cette manière. À vous écouter, leur libération était inéluctable, peut-être parce que sans fondement, mais c'est ce que vous dites, mais c'est facile aussi a posteriori. On a l'impression que tout n'était pas gagné il y a encore quelques jours et que tout pouvait basculer dans ce dossier qui est plein de quiproquos. C'était inéluctable, la libération. Oui, mais le Mali n'avait pas d'autre choix que de libérer nos soldats. Tout ce que le Mali faisait, c'était... tout le monde sait que c'est du bluff. Le Mali n'a pas les moyens de soutenir cette politique, de retenir nos soldats au niveau de Bamako, puisque la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire venait à être agacée, la Côte d'Ivoire aurait pris des mesures de rétorsion. Et même à titre individuel, la Côte d'Ivoire peut prendre des mesures qui vont bouleverser la vie intérieure au Mali. Sachez que le Mali, le volume des transactions, c'est au moins 300 milliards de francs CFA et que la Côte d'Ivoire est l'un des pôles les plus importants, peut-être après le Sénégal, est l'un des pôles les plus importants au Mali. Et puis il faut savoir que la diaspora ivoirienne et malienne en Côte d'Ivoire est l'une des plus pourvoyeuses de devises au niveau du Mali. Donc la Côte d'Ivoire avait suffisamment de moyens, il suffisait de fermer quelques robinets et puis le Mali, c'était le chaos. Donc le Mali n'avait pas d'autre choix et donc il était tombé dans son propre piège. Donc il a cherché une porte de sortie que la médiation togolaise lui a offerte et il s'y est engouffré. Donc je pense qu'en réalité, le Mali, c'est le Mali qui sort soulagé, complètement soulagé de cette affaire, puisque de toutes les façons, nos éléments qui étaient détenus à l'école de gendarmerie de Bamako, c'est des militaires. Le Mali n'aurait pas pu faire autre chose que les libérer. Mais le Mali aurait subi le courroux de son grand voisin. On va parler de la CEDEAO aussi, qui vraiment, on ne sait que dire par rapport à la résolution de ce conflit. Et quand on lit attentivement, messieurs, quand même, le communiqué de la transition malienne, alors vraiment, la CEDEAO en prend pour son grade. Et au premier chef, le président en exercice, M. Mbalo, on est arrivé dans une situation de rupture entre cette institution et l'État malien. On a l'impression que le dialogue n'est plus possible, même si les sanctions n'ont pas été renouvelées et même revues à la baisse. Oui, parce que je pense que le Mali a très vite compris que l'acteur au niveau de la région qu'elle a à craindre de plus, c'est la CEDEAO. J'ai expliqué dans mon intervention précédente pourquoi. Parce que pendant la crise ivoirienne, la CEDEAO s'est découverte une nouvelle âme.
une nouvelle arme qui fait très mal. C'est notamment les sanctions économiques qui s'appuient notamment sur la banque centrale commune qu'est la BCEAO. Alors, le Mali, au moment où, disons, le Togo engage une médiation, elle était dans une position plutôt confortable parce que la médiation togolaise, il leur manquait, disons, un moyen de pression pour faire bouger les acteurs en cas de blocage. Alors, de sorte que le Mali a joué, en même temps, à souffler le chaud et le froid à la fois. Alors, on s'attendait à ce qu'après la libération des 3 femmes parmi le contingent pour motif humanitaire, on s'attendait à ce que dans les jours qui allaient suivre, les 46 autres soient libérés, mais revirement du Mali qui refuse de les laisser partir. Donc, dès cet instant-là, il y a une sorte de blocage des négociations, mais c'est en ce moment-là que se révèlent les limites de la médiation togolaise, qui ne disposait pas de moyens de pression. Alors, lorsque cela se produit, la CEDEAO tout de suite monte au créneau et il y a une réaction tout de suite du bloc malien qui rejette catégoriquement l'intervention, l'interférence de la CEDEAO dans ce dossier sous le prétexte que c'est une affaire bilatérale entre 2 pays. Mais le Mali réagit de cette façon parce qu'elle sait que la CEDEAO, contrairement même à l'ONU, la CEDEAO a des moyens de pression et la CEDEAO a déjà démontré l'efficacité de ces moyens grâce aux sanctions desquelles elle sortait fraîchement. C'est quoi? C'est pour éviter la double peine. Mais en même temps, vraiment, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais on parle de la CEDEAO. On les accuse d'avoir pris ces sanctions extrêmement dures. Tout le monde le reconnaît. Mais est-ce pouvait-elle faire autrement que de demander le simple respect de ses propres règles? Non, absolument pas, ne serait-ce que dans le principe. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le Mali, le régime malien vit de conflits, doit sa survie à la conflictualité. Il est né dans le conflit. Souvenez-vous que la crise entre le gouvernement de IBK et son parti, le RPM, et le M5-RFP, c'est de cette crise sociale que Assimi Goïta a profité pour s'installer au pouvoir au palais de Koulouba. Vous voyez, donc c'est un régime pour lequel les conflits sont congénitaux. Donc après ce conflit, vous voyez que le communiqué qui vient d'être produit, il ferme une crise, il en ouvre une autre. Ou il la poursuit parce que... Non, en réalité, non, c'était en veilleuse. Mais je crois que tout cela participe d'une stratégie bien huilée. Parce qu'aujourd'hui, cette nouvelle crise qui vient d'être ouverte, la population malienne va être à nouveau focalisée sur la crise avec la CEDEAO et ne va pas demander son droit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation d'élections démocratiques et qu'il y a, disons, la fin de la transition. Ouais, donc moi je pense que tout ça, c'est artificiel. Il y a une crise avec l'ONU. Aujourd'hui, ce que le Mali veut rester au pouvoir et faire sa chose à huis clos, de sorte que personne ne puisse lui dire mot et qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il quitte le pouvoir quand il veut, qu'il organise l'élection qu'il veut et qu'il s'éternise comme il veut. Alors, quelques mots sur l'intervention remarquée, et c'est visiblement remarquable, du président togolais Faure Gnassingbé. Déjà, le choix de ce médiateur, et puis on l'a tous vu, ses allers-retours, surtout ces derniers jours. On a l'impression que ça a permis, en tout cas ce déniement, cela a rendu effectif, même si on imagine que le chef d'État s'est impliqué aussi personnellement. Pourquoi ce choix et qu'a-t-il fait de particulier? Je pense que le Togo... Bon, déjà, remontons à Houphouët-Boigny, je l'ai déjà dit. Houphouët-Boigny a joué un rôle international à double facette, que ce soit en Afrique francophone ou encore au-delà. Et quand Houphouët-Boigny meurt, il y a 2 dimensions de sa prestance internationale qui sont, disons, sur le carreau, qui cherchent repreneur. Il y a Houphouët-Boigny, l'homme sécuritaire, qui est intervenu pratiquement dans tous les conflits de la région, que ce soit au Biafra, que ce soit le conflit entre le Burkina même et le Mali, et tout ça. Et puis il y a Houphouët-Boigny, le médiateur international. Donc on se partage en fait ces 2 carrures d'Houphouët-Boigny, puisque son héritier ivoirien n'avait pas la carrure pour les porter. Donc Blaise Compaoré hérite... C'était qui? Henri Konan Bédié. Ah oui, bien sûr, pardon. Voilà, oui. qui n'avait pas de rayonnement international au même titre que son prédécesseur. Donc, Houphouët-Boigny sécuritaire est récupéré, ce manteau-là est récupéré par Blaise Compaoré. Et on le verra dans tous les conflits qu'il y a eu au Libéria, en Côte d'Ivoire, il a eu un peu une implication dans
tous ces conflits. Et puis le manteau de l'Oufo-Baï médiateur est récupéré par Yassine Bey Eyadema, qui était le doyen des chefs d'État au niveau de notre sous-région. Et donc, il va construire une diplomatie au niveau de sa capitale qui va s'impliquer dans la résolution. Il va faire ses premières armes, en tout cas remarquables, dans la crise ivoirienne. On se rappelle que lorsque il y a eu la crise de 2002, les premières négociations commencent à Lomé. C'est après l'échec de cette négociation-là qu'on va se déporter ensuite à Paris, à Marcoussis. Et donc, depuis cette époque-là, même jusqu'au décès de ma père, cette administration, la même administration, le même appareil politique est resté en place. Alors le fils aujourd'hui reprend ce manteau qui a été laissé par son père et il pose des actes qui rassurent la junte malienne. C'est que généralement quand il y a eu des militaires au pouvoir qui ont été chassés du pouvoir, je vais parler des militaires venus du Burkina, le premier pays qui s'est proposé pour les abriter, ça a été toujours Lomé, ça a été toujours le Togo. Oui, Damiba est à Lomé. Damiba, mais avant lui, Blaise Compaoré a eu une offre avant d'arriver en Côte d'Ivoire, si on part du principe que lui aussi était militaire avant de devenir président civil. Donc, finalement, le Togo a donné l'impression aux militaires qui sont au pouvoir dans la sous-région que si tout se passe mal pour eux, ils sont prêts à ouvrir leurs portes à ces derniers-là. Donc, ils se disent que tout de suite, c'est éventuellement un protecteur, un tuteur potentiel qui a fait ses preuves avec d'autres collègues militaires qui avaient perdu le pouvoir. Donc, ils étaient plutôt, disons... Vous écoutez, c'est une porte de sortie. Voilà, c'est... Ou un point de chute pour les futurs exilés. Absolument, de la sous-région. De l'Afrique de l'Ouest. Votre regard sur cette médiation portée par le président togolais Faure Gnassingbé? Moi, je pense que Faure Gnassingbé est dans le continuum de son père, décédé en 2005. Et même le successeur de son père aussi avait les mêmes velléités. Je parle d'Abbas Bonfo. Et donc, Faure Gnassingbé est dans ce continuum-là. Mais en général, vous avez vu que même au Gabon, le président Omar Bongo était aussi une sorte de médiateur dans diverses crises qui se déroulaient. C'est-à-dire que ces pays-là, c'est aussi une manière de créer un rayonnement, puisque c'est des pays qui... Le Togo, c'est un tout petit pays de moins de 5 millions d'habitants, qui n'a pas le potentiel ivoirien. Moi, je parle toujours des chiffres, qui a un budget cette année de 1900 milliards de francs CFA, soit à peu près 25% du budget de la Côte d'Ivoire, et donc qui, lui, cherche son rayonnement au niveau diplomatique. Parce que ce régime, le régime togolais s'est montré très compréhensif avec la junte malienne. Mais c'est de bonne guerre. Vous savez, dans une communauté comme celle-là, je vais parler de l'UEMOA et même de la CEDEAO, il y a des faucons, il y a des gens qui sont beaucoup plus compréhensifs. Et donc, Faure Gnassingbé fait partie des gens qui ont été compréhensifs, même s'il est un faucon au niveau intérieur, mais au niveau des relations internationales, c'est quand même... il veut se positionner comme... Il veut se donner un bien meilleur visage au niveau international. Donc, il était beaucoup plus compréhensif avec le régime malien qui lui, est mal vu de partout au niveau de la CEDEAO. Sauf ceux qui ont fait la même chose, ceux qui ont rompu l'ordre constitutionnel dans leur pays. Je vais parler de Conakry et probablement de Ouagadougou, mais c'est un régime qui n'est pas en odeur de sainteté avec l'ensemble de la communauté internationale, y compris la France, y compris les États-Unis, y compris l'Allemagne, y compris, je vais même dire, des pays beaucoup plus lointains. Bon, ils sont aujourd'hui, si tu veux... Ils sont acculés. Ils sont acculés, mais même quand ils sont dans des relations avec des pays comme la Chine, c'est une politique réactionnaire, puisque vous savez très bien que la Chine, partout où, quand l'Occident dit oui, la Chine dit non. Donc ça, c'est cette politique binaire là, qui consiste à dire oui, quand l'autre dit non. Je pense que c'est de ça que le Mali profite aujourd'hui, mais jusqu'à quand? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ouais. On va parler des relations avec les autres États, mais déjà entre nos deux États. Monsieur, quel va être l'avenir de nos relations? C'est vrai qu'il y a un mémorandum qui a été signé, on nous parle de consolider la paix entre nos deux États, mais très honnêtement, ce dossier va-t-il laisser des traces? Y aura-t-il un avant-après arrestation des 49 soldats ivoiriens? Forcément, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, le contenu du mémorandum n'a pas été divulgué. Alors, mais selon... disons, les différents commentaires qu'il y a eu sur le dossier, les commentaires qui ont été construits sur la base des différentes déclarations qui ont été faites par les officiels du Mali et de la Côte d'Ivoire. Alors, on part du principe que le Mali, en échange de l'extradition des ressortissants de l'ancien régime de ces ressortissants issus de l'ancien régime qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire,
le Mali aurait obtenu que la Côte d'Ivoire ne puisse pas se retrouver dans le bloc des États qui poussent à des sanctions contre le régime qui est en place à Bamako. Et donc, disons qu'en échange de ce qu'elle avait voulu, elle a reçu autre chose qui a plus de valeur. Et donc, on aura soit la confirmation ou l'infirmation en fonction de l'évolution qu'il y aura dans l'avenir sur le dossier, par exemple, de la passation du pouvoir que la CEDEAO exige entre les militaires et la classe politique civile. Alors, si dans ces prises de position, on se rend compte que la Côte d'Ivoire commence à être plus docile, être plus compréhensif, alors on saura au moins de quoi cela répond, parce que selon les supputations dans le mémorandum, c'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire a un devoir de solidarité de la situation du Mali au niveau des instances régionales. Alors si au contraire on se rend compte que malgré l'existence de ce mémorandum-là, la Côte d'Ivoire continue d'avoir une position, je dirais, qui ne tienne pas forcément compte de cet antécédent-là, on saurait alors que le conflit, au contraire... C'est intéressant ce que vous dites. C'est le deal de fond? Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit revoir... On ne peut pas l'affirmer avec certitude, parce que personne n'a eu un contact avec le contenu du mémorandum, mais on ne fait que des supputations à partir des différentes déclarations faites par les gouvernements des deux côtés. Effectivement. Et là, l'état de nos relations, elles sont... Bon, avec cette accalmie apparente revenue, êtes-vous optimiste ou on doit vraiment surveiller tout ça comme le lait sur le feu? On n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble avec le Mali, puisque aujourd'hui, il y a des ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a très peu au Mali, mais les populations sont imbriquées. Et puis, il y a des relations commerciales, économiques très fortes entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous savez que le coton malien transite par le port d'Abidjan. Le Mali est premier ou deuxième producteur de coton, et tout ce coton transite quasiment par le port de choses. Donc, si vous voulez, si Abidjan tousse, c'est le Mali qui est enrhumé. Donc, le Mali ne peut pas se payer le luxe d'y rentrer en conflit permanent avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui dépend majoritairement du bétail malien et aussi d'autres produits artisanaux, la Côte d'Ivoire gagne en mettant bas la terre avec le Mali. Mais de toutes les façons, la Côte d'Ivoire n'a jamais été à l'offensive vis-à-vis du Mali. Le professeur dit que la Côte d'Ivoire a pu peut-être signer quelques accords, peut-être se laisser échapper une partie de sa souveraineté ou bien brader sa souveraineté au Mali pour que le Mali lui dicte sa conduite dans ses relations internationales. Ça, je ne crois pas. Mais je pense que le Mali cherchait une porte de sortie, le Mali l'a eu, et je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse descendre la culotte face au Mali. Ça, c'est hors de question. Messieurs, sur le plan sécuritaire, on a vu... Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien de causalité, mais à vous de nous le confirmer, qu'on a appris cet été que les soldats ivoiriens ne seraient plus opérationnels en territoire malien. Vous pensez qu'il y a un lien? C'est un risque qu'on ne veut plus prendre? Alors, la Côte d'Ivoire avait déjà fait une déclaration quelques mois en arrière du retrait de son contingent de la MINUSMA. Alors, ce retrait, forcément, même si cela n'est pas, le lien n'a pas été forcément fait par le communiqué, mais on se doute que ce retrait a à voir avec la situation de conflit qui est née entre les deux gouvernements. Il est un peu difficile de garder ces soldats sur un territoire où tout Ivoirien en armes est considéré potentiellement comme un relais d'un projet de coup d'État. C'est certainement pour éviter des incidents futurs. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les deux États avaient maille à partir par rapport à ce dossier lié aux 49 soldats. Mais de quoi serait fait l'avenir si, éventuellement, dans leur activité au quotidien, il arrivait qu'un soldat ivoirien de la MINUSMA, de manière malencontreuse peut-être, par exemple, parce que ça arrive des bavures, chaque fois qu'il y a des forces étrangères qui interviennent sur un territoire, soit parce que souvent le cortège d'un
d'un contingent heurte un citoyen ou encore autre chose, mais vraiment des incidents de toutes sortes, on estime que, vu les relations incendiaires qui étaient en train de prendre forme entre les deux pays, il était prudent de rappeler ce contingent-là pour éviter éventuellement que d'autres affaires éclatent. Je pense que c'est une décision sage, même si elle peut être révisée avec l'issue heureuse qu'a connue cette autre affaire. Pour revenir sur vos propos précédemment, là on parle de Mali acculé, isolé. Après, avec des soutiens aussi, on parlera, ce sera ma dernière question juste après. C'est un risque qu'ils prennent de s'isoler, notamment de se priver d'aide militaire, même si on est bien d'accord qu'on doit d'abord compter que sur soi. Mais après, faut-il avoir les ambitions, les moyens de ces ambitions? Oui, il faut d'abord compter sur soi, mais dans les relations internationales, on ne vit pas en autarcie, on vit toujours avec des alliances. Et donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je pense que sa présence n'est plus trop nécessaire au Mali, puisqu'on ne peut pas rester dans un pays où on ne veut pas, qui nous est hostile. Et imaginez, le professeur a dit, si un incident advenait entre un soldat malien et un soldat chose, où Abidjan est considéré comme le relais de la déstabilisation, je pense que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc, à mon avis, la logique veut que la Côte d'Ivoire se retire du Mali, mais renforce sa sécurité au nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la présence des forces internationales au Mali, c'est moins pour aider la France que pour s'aider soi-même. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, le sud du Mali, c'est la digue contre les terroristes qui peuvent constituer des menaces pour le territoire ivoirien. Donc, quand la Côte d'Ivoire est présente au Mali, c'est moins pour sauver le Mali que pour se sauver soi-même. Mais aujourd'hui, si le Mali devient une terre hostile, je pense qu'il appartient au gouvernement de Côte d'Ivoire de redéployer ses troupes dans le nord, c'est qu'il est en train de faire, pour pouvoir constituer cette digue-là, pour empêcher qu'il y ait des incursions et des velléités des djihadistes, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dernier mot, monsieur. Ce dénouement heureux va-t-il calmer tous ces propos qu'on entend, qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui sont exécrables, cette tension? Vous pensez que c'est le retour à la calmie? Alors, je pense que la passion politique qui entoure la conquête de sa souveraineté, comme elle appelle le Mali, cette passion-là ne prendra pas fin tant que il y aura toujours ce pays qu'est le Mali qui se retrouvera au cœur de plusieurs dossiers, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà les conditions du départ de la France du Mali, ça va susciter les mêmes passions. Ensuite, il y a eu l'affaire des 46 soldats. Après, il y aura également un contentieux avec la CEDEAO, parce qu'on s'en doute que le délai qui a été imposé ne sera pas tenu. Il est évident. Et donc, à chaque fois, il y aura ce retour de la passion politique. Donc pas d'accalmie sur les réseaux sociaux au sein des... Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un monde presque incontrôlable. Et puis il faut dire que même au niveau intérieur, il y a des politiques, même au niveau de la Côte d'Ivoire, qui profitent de cette situation pour régler des questions de politique intérieure. Donc qui vont continuer à attiser la situation, qui vont entretenir la passion. Et puis, finalement, c'est ça aussi qui fait le monde politique aujourd'hui. On ne peut pas canaliser les réseaux sociaux. Tout cela, il faut en tenir compte pour bâtir sa relation ses relations avec l'extérieur, sa politique extérieure. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nos soldats en terre ivoirienne, tout cela va pas s'estomper, mais va se calmer, et les deux pays vont commencer à avoir des relations normales, mais avec un œil ouvert pour la Côte d'Ivoire. Alors, je tiens à le rappeler, c'est vrai qu'on n'a pas d'horaire précis à vous formuler, mais on sait que nos soldats, on espère, en tout cas que pendant l'émission, il n'y a pas eu de changement, ils vont arriver ce soir même sur le territoire ivoirien. Ils sont attendus à l'aéroport. Des équipes sont déjà dépêchées, donc surtout restez impérativement sur RTI 1, puisqu'on vous donnera la primeur de l'information contenant ce dossier et ce dénouement heureux. On croise les doigts, puisque on a failli crier victoire auparavant. Donc restons prudents, mais on semble croire qu'ils vont aller peut-être par Lomé d'abord. Oui, effectivement, le ministre de la Défense conduira la délégation qui va transiter par Lomé, et c'est de Lomé qu'ils viendront à Abidjan, où ils sont attendus par le chef de l'État. Merci de votre participation et d'avoir fait le déplacement ce samedi, messieurs, pour cette actualité importante. Merci à vous de nous avoir suivis. À la réalisation, monsieur Baker.
rédacteur en chef, monsieur Victorien Angoua, excusez-moi, je perds les mots, c'est l'émotion, et Akaba à nos soldats. Restez sur RTI 1.